Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Moi personnellement, la forme c'est pas tellement ça parce que la nouvelle d'hier m'a pas mal secoué. En effet, hier, dimanche 18 août 2024, Alain Delon est mort à l'âge de 88 ans. Il est parti, il nous a quittés définitivement. Et j'insiste bien sur le terme définitivement parce que en partant, Alain Delon a fermé derrière lui la porte des derniers monstres sacrés. C'était lui le dernier, les monstres sacrés du cinéma français, le cinéma français de son époque, des années 50, 60, tout ça. C'était le dernier qui restait. Belmondo est parti il y a 3 ans, Jean-Pierre Mariel il y a 5 ans, peut-être un peu plus même. Enfin, c'était le dernier, et c'est d'autant plus symbolique parce que Delon, c'était le représentant, le français modèle, le français parfait, fantasmé dans le monde entier. C'était le seul qui a réussi à s'exporter, peut-être pas du point de vue de l'acting, on ne s'est pas arraché la présence de Delon pour des grands films, etc. Mais c'est le seul à avoir eu une aura dans des pays à l'autre bout du monde. Il était considéré comme un dieu vivant au Japon, aux États-Unis il avait son petit succès, il ne s'était pas exporté, mais il était connu et respecté. Et être respecté par les Américains quand on est français, c'est quand même pas rien. En tout cas, c'était le seul à avoir eu une aura internationale, en partie grâce à sa beauté, grâce à sa belle gueule, grâce à sa symétrie de visage parfaite. D'ailleurs, Alain Delon comme Brad Pitt sont là un peu pour nous rappeler à quel point on est plus ou moins insignifiants, nous les mecs normaux. Pour autant, rassurez-vous, les mecs normaux, les mecs moches, la beauté n'est pas une fin en soi. Si vous êtes dans ce cas de figure, misez à fond sur le talent et sur la personnalité. Prenez par exemple, je sais pas, Gainsbourg, Belmondo, c'était pas des gravures de mode et pourtant ils ont percé. Ils sont sortis avec les meufs les plus sexy de l'époque, donc gardez espoir les gars. En tout cas, cette nouvelle, la nouvelle de sa mort m'a foutu grave le seum parce que, en soi, je ne regrette pas, je ne pleure pas la mort de l'acteur, je pleure la mort du symbole, car Alain Delon était davantage un symbole plus qu'un acteur. D'ailleurs, ça me permet de... Je vais faire une petite digression concernant le cinéma français des années 50, 60, 70. Alors si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez, d'ailleurs je fais cette vidéo uniquement parce que j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de donner mon avis, de m'exprimer concernant la mort d'Alain Delon, parce que vraiment ça m'a affecté, ça m'a bousillé ma journée hier. Franchement j'étais en bad, j'avais le seum, j'étais pas bien, j'étais pas productif, parce que ça m'a affecté, vraiment. Et c'est rare quand la mort de personnalité m'affecte directement, parce que j'ai du mal à ressentir quelque chose pour quelqu'un que je n'ai pas connu, quelqu'un que je n'ai pas rencontré, quelqu'un à qui je n'ai pas serré la main, avec qui je n'ai pas vécu des choses. C'est tout à fait normal. Pour autant, il y a des personnalités qui, à l'annonce de leur mort, ça m'a fait un choc. La mort d'Heath Ledger, ça m'a fait un choc, parce que le mec, je le suivais depuis un petit moment, j'étais sûr qu'il allait exploser avec The Dark Knight, qu'il allait devenir une superstar, mais le gars est mort à l'âge de 28 ans, super jeune, 8 mois avant la sortie de The Dark Knight. Franchement, c'était juste tragique. J'ai été très impacté par le suicide de Robin Williams, Robin Williams qui est parti il y a 10 ans, en 2014, et Robin Williams, je tiens à dire que ce n'était pas juste qu'un acteur qui était bon dans l'humour, c'est un acteur qui était également très bon dans le dramatique, voire même qui était meilleur dans le dramatique. Regardez-le dans Jumanji, vous apercevrez qu'il est juste grandiose, parce que Jumanji de 95, c'est pas qu'un film d'aventure pour enfants, c'est un film assez sérieux, assez mature, et Robin Williams arrivait parfaitement à mixer humour et sérieux, maturité. Comme il a su le faire dans Hook, comme il a su le faire dans Madame Doubtfire également, comme il a su le faire tout le temps, tout au long de sa carrière. Bref, c'était un très grand acteur et il nous manque toujours. J'ai également été affecté par la mort de Belmondo, même si ça faisait un petit moment déjà qu'il était en train de péricliter. C'était, je vais pas dire un soulagement, mais il avait tellement perdu de sa superbe que l'annonce de sa mort m'a pas tellement bouleversé, la mort de Belmondo. Mais je vais en reparler, je vais reparler un petit peu de Belmondo en fin de vidéo pour appuyer le comparatif entre lui et Alain Delon. J'ai été impacté également par la mort de Jean-Pierre Mariel, mais là aussi, pareil, il avait atteint un âge avancé. Voilà, c'est des acteurs qui étaient très vieux, qui ont bien vécu, mais du point de vue symbolique, j'ai davantage été bouleversé, quand j'ai appris la mort de Delon, parce que comme je l'ai dit, il a fermé derrière lui la porte pour rejoindre les plus grands, il nous a quittés. Du point de vue de la symbolique, j'insiste bien là-dessus encore une fois, c'est ce qui est le plus mémorable, dans le mauvais sens du terme. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais je me prépare psychologiquement à l'annonce de la mort de Sylvester Stallone et d'Arnold Schwarzenegger. Vraiment, je me prépare psychologiquement pour souffrir le moins possible, car le jour où on va annoncer la mort de ces deux-là, ça va être comme si... on va être des millions, voire même des milliards, à se sentir comme orphelin, quoi. Orphelin des pères qu'on aurait toujours rêvé d'avoir, quoi. Et d'ailleurs, pour info, Stallone, bientôt 80 balais, prochainement, vous allez le revoir dans la saison 2 de Tulsa King. Je sais pas si vous réalisez, quoi. Le mec, c'est une machine de guerre. Vraiment, c'est du point de vue exemplarité, je ne sais pas si on peut faire plus important, plus impactant et plus inspirant que Stallone.
Bref, je reviens vite fait, désolé, c'était juste pour appuyer le fait que j'ai été donc impacté par la mort de... Ça m'arrivait quand même d'être impacté par la mort de certaines personnalités, même si je les connaissais pas. D'ailleurs, tiens, encore une fois, pareil, une autre personnalité qui m'a... pour le coup, c'est la personnalité qui m'a le plus bouleversé en termes de... Enfin, quand j'ai appris sa mort, c'est ce qui m'a le plus mis en PLS, c'est la mort de Johnny Hallyday. Jamais écouté sa musique, jamais été spécialement un fan, ni du personnage, ni de sa musique, de son vivant, mais quand j'ai appris sa mort, qui est tombé vraiment comme un coup de massue, c'est-à-dire que le gars, on l'avait vu sur des plateaux télé quelques semaines avant, il avait l'air d'aller bien, tout ça, et du jour au lendemain, paf, on apprend qu'il meurt. C'est vraiment, je m'y attendais pas. Et là où j'ai compris que Johnny Hallyday est un grand chanteur, un grand artiste, c'est quand j'ai vu tous ces gens pleurer, tous ces fans qui appartiennent très généralement au prolétariat, aux classes moyennes, tout ça, tous ces gens de la France périphérique, les Français, je veux dire de la vie quotidienne, les Français qu'on montre jamais à la télé, à part pour se foutre de leur gueule sur Canal+, ces Français qu'on ne voit jamais à la télé, dans les médias, ces Français qu'on ne voit uniquement que dans le monde réel. Quand je les ai vus à la télé, quand je les ai vus pleurer, quand je les ai vus rendre hommage à Johnny Hallyday, au Joe, au moment de l'enterrement avec le cercueil blanc, tous les motards, tous les petits vieux qui étaient là, dans le respect, avec une dignité qui était juste... Enfin, moi, ça m'a bouleversé, vraiment, ça m'a brisé le cœur. Et c'est après que je me suis intéressé de façon un peu honteuse à Johnny Hallyday, je me suis intéressé à lui et je me suis aperçu qu'effectivement, oui, c'était un grand artiste, c'était une machine de guerre, c'était un mec qui était vraiment humain, qui était profondément humain, qui était à l'écoute des gens, qui était normal, qui était lui-même. Et je l'ai encore plus regretté, justement, à l'annonce de sa mort, parce que c'est là où j'ai commencé à regarder plein de vidéos de lui, où je me suis intéressé à sa carrière, à son parcours. Et là, j'ai compris, effectivement, sur le tard, qu'on avait perdu un grand artiste français. Bref. J'ai terminé la petite digression, je reviens vite fait au cinéma français des années 50, 60, 70, donc le cinéma qui a vu l'émergence de Delon et tous les monstres sacrés de cette époque-là. Je vous le dis sincèrement, et je vais appuyer mon argumentaire, je vais un peu être incisif, et ça va en déranger certains, et j'assume, j'assume ce que je dis, mais je n'ai jamais été un fan du cinéma de cette époque-là. Déjà, je suis pas un fan du cinéma français de notre époque, mais je suis pas spécialement fan non plus du cinéma de cette génération-là, pour la simple et bonne raison que j'ai toujours trouvé ce cinéma surcoté. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je connais tous les films de cette époque-là. Pourquoi? Eh bien parce que je les ai vus. Pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais pas le choix. Mes parents, c'est des anciens, c'est des vieux, et ils avaient des goûts de vieux. Donc je regardais que les trucs de vieux avec eux. Donc je les ai tous vus. Tous les De Funès, les Bourvil, les Gabin, les Ventura. Je les ai quasiment tous vus. Donc je connais très bien. Et peu après, quand je suis tombé dans la marmite du cinéma américain, et je parle du vrai cinéma américain, je parle pas des blockbusters, des trucs comme ça, quand je suis tombé sur le nouvel Hollywood, les films de Michael Cimino, de Martin Scorsese, tous ces mecs-là, quand j'ai découvert les films de Brian De Palma, et surtout quand j'ai découvert les acteurs qui étaient mis en scène, les Robert De Niro, les Al Pacino, les Brad Davis. D'ailleurs, vous noterez que Brad Davis et Alain Delon se ressemblent énormément. Bon bien, quand j'ai découvert l'acting de ces mecs-là, je me suis dit, mais attends, mais ces gars nous écrasent complètement. Ça n'a rien à voir avec tous ceux qu'on m'a vendus, parce que moi, tous les petits vieux qui étaient autour de moi, ils me disaient, ah, on fera jamais mieux que Gabin, on fera jamais mieux que Ventura, tout ça. Eh bien, ça m'a permis quelque part de comprendre la psychologie humaine, et ce que j'ai compris chez ces gens-là, c'est qu'ils n'aimaient pas en soi... ils s'en foutaient complètement du jeu d'acteur, ce qui les intéressait c'était les personnalités de Jean Gabin, de Ventura, de ces mecs-là. Quand les gens regardent les films de Belmondo, de Gabin, de Ventura, tout ça, à quoi ils pensent quand ils voient ces films? Ils ne voient pas les personnages qu'ils incarnent, ils voient Belmondo, Ventura ou Jean Gabin. Quand vous allez voir Taxi Driver, vous ne voyez pas Robert De Niro, vous voyez Travis Bickle. Quand vous allez voir Serpico avec Al Pacino, vous ne voyez pas Al Pacino, vous voyez Serpico, le mec qui l'incarne. Vous pigez à peu près la nuance. Ce qu'on aime avant tout en France, ce qu'on aimait, c'était les personnalités plutôt que les personnages qu'ils incarnaient. C'était ça qui faisait justement toute la différence entre leur cinéma et le nôtre. Qui peut franchement affirmer, en toute honnêteté et sans mauvaise foi, que Gabin et Ventura sont de meilleurs acteurs que De Niro et Al Pacino? Faut pas déconner. Pacino et De Niro savaient tout jouer, ils ont d'ailleurs tout joué, sans parler du fait que De Niro, par exemple, était capable de faire le yo-yo, avec son corps. Rien que par exemple, sur le point de vue transformation physique, De Niro il faisait des trucs de zinzin, des trucs de fou furieux. Rappelez-vous de Raging Bull, qui est sorti en 80, le mec est passé de super sec à super fat en quelques mois. Aucun acteur français n'est capable de ce genre de transformation. On n'en a vu aucun capable d'aller aussi loin dans les transformations physiques dans toute notre histoire, dans tout le cinéma français. Alors après, je sais très bien que vous allez me dire que
d'autres acteurs ont pris le flambeau et ont été très très bons. Et je suis totalement d'accord avec vous. Par exemple, pour moi, le plus grand acteur français qu'on ait jamais eu, c'est Patrick Devers. Pour moi, Patrick Devers, j'en sais pas, enfin bref. Pour moi, Patrick Devers, c'était le plus grand acteur qu'on ait jamais eu parce que le gars était issu d'une famille d'artistes et en même temps, on sent bien qu'en lui, il avait cette rage, il avait cette tempête, il avait une espèce de tigre à l'intérieur et ça se ressentait, ça se voyait et c'est ce qui se transfigurait dans son jeu d'acteur. Regardez-le dans Série Noire. Série Noire, j'ai vu ce film 2 fois et je le regarderai plus jamais. Il est tellement intense, tellement puissant, tellement dark dans son rôle que je peux pas. C'est vraiment pour moi, quelque part, comment dire, Devers, c'est un petit peu notre Joaquin Phoenix national. Le mec pouvait tout jouer. Il a d'ailleurs quasi tout joué. Je crois que c'était même d'ailleurs le seul à être capable de faire plus ou moins des transformations, c'est-à-dire qu'il était assez athlétique tout en étant normal. Enfin, c'était un sportif, c'était un gars qui était capable, un peu comme Belmondo. Mais je veux dire, ce mec-là, je pense que s'il avait été aux États-Unis, il aurait eu une carrière, je pense, à la Nicolas Cage ou un truc comme ça, mais il aurait fait des trucs de fou. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est tragique qu'il ait mis fin à ses jours aussi jeune. Bref, en tout cas, Devers, pour moi, c'était la quintessence de l'acting en termes d'acteur français. C'était la petite parenthèse, donc voilà, c'est à l'époque, la Nouvelle Vague, tout ça, les années 60, 70. Pour moi, ces acteurs-là n'étaient pas des acteurs, c'était des personnalités. Et pourquoi on les aimait? Pourquoi à l'époque, on aimait des mecs comme Gabin ou Ventura? Pourquoi? Allez, vous avez 5 secondes. 1, 2, 3... 4, 5. Pourquoi on les aimait? Parce qu'ils jouaient bien? Non. Parce qu'ils avaient une personnalité et ils avaient un vécu. Ces gars-là, ils avaient connu la guerre, ils avaient connu l'occupation, les bombardements, les privations, la libération, tout ça. Certains ont fait l'armée, certains ont bossé dans des boulots physiques très durs. Par exemple, la carrière de... Comment s'appelle enfin, je vais revenir dessus un peu vers la fin, mais par exemple, Delon, c'est pas un petit bourgeois qui a bien vécu. Il est issu à la base de la petite bourgeoisie, oui, mais à l'âge de 4 ans, ses parents ont divorcé et il s'est retrouvé en famille d'accueil. Et il a été élevé par un homme qui était maçon dans une prison. Donc c'était un cadre de vie qui était quand même assez sérieux. Ensuite, sa famille d'accueil a divorcé et il a eu un nouveau père, un père qui était charcutier, boucher, un truc comme ça. Et Delon a passé un CAP en charcuterie. Je veux dire, il a été boucher, il a fait un vrai boulot, un vrai métier. Et c'était courant à cette époque-là que les acteurs soient passés par la case travail, la case armée. Et en plus, tiens, pour revenir à Delon, il a fait l'Indochine. Il était dans la marine, il a fait pas mal de conneries d'ailleurs, il avait piqué une Jeep, il avait chouravé du matos, etc. Il s'était fait virer pour ça, c'était un petit délinquant quoi. Mais comment dire, ce mec-là a un vécu, tout comme ces mecs-là avaient tous un vécu. Donc les Gabins qui avaient participé à la Seconde Guerre mondiale, il a même d'ailleurs perdu enfin il a même eu les cheveux blancs, justement parce qu'il avait été terrifié par un bombardement, ce qui est tout à fait logique, hein. Je veux dire, moi je verrais une explosion, je crois que je prends 15 ans dans la gueule d'un coup, quoi. Comment dire, Ventura, il avait été, je crois, catcheur, un truc dans le genre. Bref, c'était des gars qui physiquement s'imposaient, faisaient des trucs, ont souffert, ont vécu des choses et ça se ressentait. Ça se voyait dans le regard, ça se voyait dans la prestance, ça se voyait dans le charisme. Et c'est pour ça que les gens les aimaient et les gens pouvaient s'identifier à ces personnages. Et c'est pour ça qu'ils étaient populaires, c'est pour ça qu'ils étaient aimés. Or, aujourd'hui, combien d'acteurs peuvent se permettre d'avoir ce niveau de popularité auprès de la population? Parce que qui va prendre le relais maintenant? Qui va prendre le relais des Delon? Pierre Ninet? François Civil? Raphaël Quenard? Personne, on n'a personne pour remplacer les Delon, ces mecs-là. Alors qu'aux États-Unis, ils auront toujours des remplaçants, même s'il y a pas mal de cooptation, même s'il y a, comment dire, il y a pas mal de pistonnés, il y en a même de plus en plus, comme en France, hein, parce qu'en France, c'est quasiment que du piston, et bien il y a quand même des acteurs qui subsistent. Par exemple, Brad Pitt, il vient de passer les 60 balais, il est sur ces dernières années, on va dire, de grand acteur beau gosse, etc. Il se maintient encore parce qu'il a une génétique parfaite, il a un très bon chirurgien, et je veux dire, il a un très bon acting également. Ce gars-là, il va durer le plus long, enfin, ce mec-là, il va durer pendant encore un bon moment, mais pour moi, le remplaçant parfait de Brad Pitt, c'est Austin Butler. D'ailleurs, que Brad Pitt a défoncé dans Once Upon a Time in Hollywood, pour rappel. Austin Butler, pour moi, c'est la synthèse parfaite entre Johnny Depp et Brad Pitt en termes de beauté, et en termes de talent, il est quasiment équivalent, quoi. Il est parfait, Austin Butler, il est super acteur, il est super beau gosse, évidemment, il peut tout jouer. Il est physiquement parfait du point de vue de la carrure, tout ça. Et en plus, il est sympa et humble. Et ça, je veux dire, en termes de qualité, c'est juste exceptionnel. Le mec, il est parfait sur tous les points, quoi. Et bref, en tout cas, les Américains arriveront toujours à rebondir, à avoir des acteurs pour remplacer un tel ou un tel, parce que c'est un autre système, c'est un autre milieu, c'est un autre monde. Et surtout, en plus, ces mecs-là, ils vont très loin sur la durée. Brad Pitt, il a passé les 60 ans. Stallone, plus de 75 ans, il continue à tourner. Enfin voilà, moi j'ai aucun... je veux dire, j'ai grave de l'espoir pour le cinéma américain. D'ailleurs, Harrison Ford, il a passé les 80 ans, il va tourner dans un Marvel. Enfin bref, c'est des machines, les mecs. Et concernant la France, par contre, je suis un peu plus inquiet, quoi, parce que oui, effectivement, les nouveaux, c'est Raphaël Quenard, François Civil...
ils font pas spécialement rêver, quoi. Et justement, c'est aussi ça qu'on aimait chez Delon, c'est que c'était, je reviens au côté symbolique, il faisait rêver, parce qu'il était sorti avec Romy Schneider, il a eu plein de meufs super belles, etc. Ça faisait un petit peu plus rêver la ménagère que le couple François Civil, Adèle Exarchopoulos, quoi. Et d'ailleurs, ça que les gens comprennent pas, c'est que notamment les haters sur Twitter, sur X, tout le monde chie sur Delon parce qu'il était misogyne. On va expliquer, le mec est misogyne, mais il sort avec plein de meufs, quoi. Le mec est, était brutal, il était infect, il était ceci, il était cela. Alors globalement, le gros des insultes qu'il y a envers Delon sur Twitter, c'est principalement une technique de buzz, hein. C'est-à-dire on balance des saloperies pour faire en sorte d'être retweeté, pour avoir de l'attention, pour avoir de... C'est grotesque et franchement j'ai de la peine pour ceux qui font ça parce qu'on sent bien qu'il y a un appel, une volonté de devenir célèbre, une volonté de vouloir percer et quand on n'a pas de talent, on salit les autres, c'est comme ça. Et ce qui est bien, ce qui est rassurant, c'est que X, enfin anciennement Twitter, on croit que c'est l'avis général de la population alors que non, s'il y a bien un secteur, un coin qui incarne tout sauf l'avis général des gens, c'est bien Twitter. Parce que c'est une espèce de... J'ai l'impression que Twitter, vraiment, c'est le safe space de tous les haters possibles et imaginables. Ils ont déserté Facebook, ils ont déserté Instagram, ils sont tous foutus sur X, et ils nous cassent les burnes H24 avec la politique, avec du bad buzz, avec du drama, etc. Bref, le réseau X est complètement saturé par ce genre de mecs, mais c'est pas plus mal. Qu'ils restent là-dessus, qu'ils restent sur leur site, et qu'ils évitent de polluer le reste, c'est très bien, qu'ils restent là-dessus. Et donc, beaucoup clash, comment il s'appelle Delon, mais ce que ces mecs-là oublient de comprendre, on peut parler justement de manque de vécu et d'intelligence, c'est que Delon n'était que le produit de son époque. Une époque dure, qui était pas spécialement sympa, et partait du principe que Delon était super beau gosse, était super beau, donc naturellement, il pouvait avoir toutes les meufs qu'il voulait, mais il avait aussi énormément d'ennemis, parce que quand vous êtes aussi beau, vous faites chier plein de mecs, parce que vous levez les meilleures gonzesses, vous rendez toutes les nanas complètement folles, donc forcément ça rend jaloux. Quand vous avez votre pote super beau gosse qui rentre dans la pièce et que vous êtes là, ça fait chier, parce que vous dites putain, il va attirer toutes les meufs, il va toutes me les piquer, moi je vais être inexistant, donc pour un beau gosse, c'est hyper dur d'exister, parce que il y a la jalousie de tous les autres mecs autour. Donc si Delon, je pense, était aussi arrogant et aussi agressif, enfin arrogant, c'est aussi l'image qu'on lui donnait, s'il était aussi brut dans sa façon de parler, c'est que je pense que le mec devait sans arrêt être sur ses gardes, parce qu'il y avait toujours des mecs qui espéraient qu'il dégage, qui sautent, je pense que beaucoup ont dû lui vouloir du mal. Et d'ailleurs ça me permet de rebondir, donc bref, pour revenir vite fait aux avis négatifs, aux haters de X par rapport à Delon, c'est que ces gens-là oublient qu'à cette époque-là, les gens étaient durs, la vie n'était pas spécialement rose, c'est pour ça que je n'idéalise pas cette époque-là. Il y avait de la misogynie, oui, il y avait de la violence, oui, il y avait de la brutalité infantile, oui, d'ailleurs ça c'est marrant, on n'en parle pas beaucoup, on parle souvent de brutalité envers les femmes, mais par contre on parle pas spécialement de brutalité infantile, qui est quand même, excusez-moi, un peu plus sérieuse, parce que la brutalité infantile, c'est ce qui découle sur tout le reste. C'est-à-dire que vous tabassez un gamin, le gamin, il y a de très fortes chances, enfin, il y a même d'immenses chances pour que le gamin devienne violent, complexé, reproduise le même cycle. C'est si vous voulez éliminer le problème à la racine, vous éliminez complètement, je veux dire, la brutalité infantile. Ça éliminera, j'ai envie de dire, 90% des problèmes restants de l'humanité. Enfin, je pense. Pour moi, vraiment, c'était un commentaire américain qui disait ça dans je sais plus quel post, c'était sur un post Instagram. Ça montrait la vidéo à Berlin, une vidéo qui date des années 30, hein. Donc années 30, hein. Je rappelle que Delon est né en 33, donc cette vidéo elle date des années de 1930 je crois, c'est à Berlin, on voit un ramoneur, donc un gars qui va nettoyer les cheminées, qui est avec son fils de 5 ans, et le gamin à 5 ans, il a des chaussures adaptées, il a les fringues adaptées, c'est un petit ramoneur, quoi. Il monte dans la cheminée pour nettoyer avec son père, quoi. C'est juste terrifiant, quoi. Le gamin, il est en âge où il devrait être normalement à l'école ou avec sa mère, il est en train de faire un boulot d'homme, un truc qui est inhumain, qui est inconcevable à l'heure actuelle. Et à cette époque-là, je vais pas dire que c'était la norme, mais c'était logique. Et il y a un commentaire que j'ai trouvé très beau, c'était en gros, le mec il disait le travail des enfants, c'est un des plus gros échecs de l'histoire du genre humain, et c'est totalement vrai. La brutalité infantile et le travail des enfants, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus, plus condamnable concernant le genre humain. Bon, pourquoi je parlais de ça? Mais bref, voilà, c'est pour insister sur le fait que c'était une autre époque, donc c'était un autre mindset. Et tous ces arrogants que l'on voit sur les réseaux, ils n'ont pas le recul pour comprendre qu'à l'époque, c'était la norme d'être comme ça. C'était la norme d'être macho, d'être dur, d'être violent, j'ai envie de dire, parce que la vie était comme ça, parce que la vie était dure, la vie était sans pitié, tout simplement. Et je rappelle que, pour revenir encore au parcours de ces mecs-là, ces gens-là, globalement, ils ont vu des trucs que n'importe quel individu, à l'heure actuelle, maintenant,
dans notre société ne pourrait pas supporter. Je rappelle qu'à cette époque-là, on mourait facilement de maladies, d'accidents, de conneries comme ça. Tous ces personnages-là, enfin je me rappelle du discours de mes grands-parents, pour eux la mort c'était quotidien. Ils avaient l'habitude de voir la mort d'un grand-parent, d'un membre de la famille, ils allaient se recueillir, ils allaient faire une veillée où ils voyaient le corps, etc. Ça leur arrivait d'assister à des accidents de bagnole qui étaient très courants à l'époque, hein. Et à l'époque les accidents ça rigolait pas, hein. Les mecs étaient éjectés, c'était horrible, que vraiment, on se rend pas compte à quel point on vit actuellement dans une espèce de safe space. Oui, il y a une insécurité galopante, c'est un truc de zinzin ce que vivent les femmes en termes de harcèlement, les agressions, etc. Oui, mais rêvez pas, à l'époque c'était tout aussi violent. Je parle pas spécialement en termes d'agression, mais en termes de vie. Les accidents de bagnole, les accidents en lien avec le monde du travail, les accidents dans les années 70, c'était incomparable avec ce qu'on a aujourd'hui. Les accidents de chantier, dans les usines, les trucs comme ça, c'était apocalyptique. Je m'étais rencardé, je crois, sur les chiffres de taux de mort d'accidents, le comparatif, parce qu'à l'époque où je bossais en intérim, je lisais beaucoup à ma boîte intérim, ils fournissaient des magazines où ils recensaient pas mal de chiffres, etc., de statistiques, il y avait pas mal d'études sur tel ou tel métier, et j'avais lu un article, bon c'était il y a longtemps, c'était il y a 5 ans, mais j'avais lu un article sur l'évolution, enfin sur le différentiel entre les accidents au travail dans les années 70, 60, 50 et aujourd'hui, mais c'est incomparable, même avec les années 90, 80, on se rend pas compte à quel point c'était des époques qui étaient inhumaines, où vraiment le respect du genre humain, c'était, on s'en foutait, quoi. Ce qui importait c'était le pognon, c'était le rendement, c'était beaucoup moins humaniste qu'on ne le pense. Bref, c'était une époque qui était dure, et les époques dures forgent des hommes durs, c'est comme ça, des hommes et des femmes durs, hein, parce que c'est vraiment, vous n'imaginez même pas à quel point notre monde à l'heure actuelle est un miracle. Vous ne pouvez même pas concevoir à quel point on vit dans un monde qui est, je vais pas dire parfait, mais qui n'en est pas loin, quoi, sur pas mal d'aspects. Et enfin, pour terminer, excusez-moi parce que j'ai fait trop de digressions, je suis désolé, mais je voudrais parler de Belmondo et de Delon, parce que les deux, c'était quelque part notre Stallone et notre Schwarzenegger national, quoi. C'était les deux frères ennemis, les deux qui étaient en concurrence perpétuelle, mais qui se respectaient et qu'on aimait. Et c'est marrant parce que ce qui m'intéressait, c'était le parcours social des deux. Et quand on s'intéresse au parcours de vie des deux, on s'aperçoit que c'est deux mondes différents. Belmondo, il a toujours joué les voyous dans ses films, les mecs un peu espiègles, rebelles, etc. Et de l'autre côté, Delon, il a toujours joué les mecs en costard, avec une certaine classe, pas exubérant pour un sou, rien, plutôt sérieux, froid. Alors que techniquement, ces deux-là viennent juste, c'est l'opposé au niveau de leur origine sociale, parce que Delon, même s'il est issu, comme j'ai dit, à la base de la petite bourgeoisie, il a été lancé dans le prolétariat, dans le monde du travail très jeune, il a passé un CAP dans la charcuterie, dans la boucherie, tout ça, donc très tôt il a travaillé, il a fait l'armée, donc quand vous faites l'armée, quand vous êtes un soldat de base, vous n'avez pas des tâches d'officier, quoi. Vous bossez, hein, vous portez des trucs, c'est un métier, quoi. Vous devez tout faire, et vous devez avoir un mode de vie qui est quand même assez rudimentaire, donc c'est un gars qui a connu la vie dans ce qui se fait, je vais pas dire de plus dur, mais dans ce qui se fait de dur. Donc monde du travail, monde militaire, etc. Et on s'aperçoit que tout au long de sa carrière, notamment dans sa jeunesse, il a joué des personnages, on va dire comme je l'ai dit, en costard, classe, froid, taciturne, qui parlent pas beaucoup, qui sont plutôt réservés, alors que Belmondo, il a eu une enfance bourgeoise, étant donné que ses parents étaient tous les deux artistes. Son père était sculpteur, sa mère était actrice ou je sais pas quoi, il a vécu dans une certaine opulence et il s'en est jamais caché. Il avait même dit d'ailleurs, parce qu'il avait fait un petit peu de boxe, il disait « J'ai pas le mental pour faire de la boxe, parce que pour être un bon boxeur, il faut avoir la haine et il faut avoir faim. Et j'ai ni l'un ni l'autre. » Et c'était assumé. Et attention, quand je dis qu'il vient d'un monde bourgeois, c'est pas du tout de façon péjorative, parce que Belmondo avait, contrairement aux bourgeois de maintenant, il avait cette gouaille, cette sympathie, ce côté populaire, cette humanité, et c'est également ce qu'avait Delon. Ces deux mecs-là avaient une humanité. Quand bien même ils avaient des défauts, ils étaient humains, c'était des êtres humains, ils avaient une personnalité, ils avaient une épaisseur, ils avaient une sympathie, et c'est pour ça que je prends plaisir à regarder les interviews de Delon plus que ses films, parce que dans Delon, enfin quand on voit ces interviews, on ressent pas une fureur, mais on ressent un vécu, on ressent il y a quelque chose, voilà. On voit un être humain, on voit pas un communicant, on voit pas un démago, on voit pas, d'autant plus que le mec s'est toujours assumé de droite, alors déjà il faut un courage de zinzin pour assumer ça dans ce milieu. Alors en soi, il avait sa carrière, il avait ses réseaux machin, il pouvait se permettre d'assumer le fait qu'il ne pensait pas qu'il pensait pas à contre-courant, enfin qu'il était à contre-courant, pardon, au niveau du mindset, au niveau politique, tout ça.
il pouvait se permettre, mais il le faisait. Il aurait très bien pu fermer sa gueule, rien dire, etc. Mais il l'a assumé. C'était un bonhomme qui était trop dans ses pompes. Je me rappelle de cette vidéo qui est juste choquante où on voit cette raclure de Fogiel en train de « Ah mais vous avez été en photo avec Jean-Marie Le Pen, hein, Est-ce que vous assumez d'avoir été avec lui, Et enfin, insupportable Fogiel d'ailleurs, qui lui est issu de la belle petite bourgeoisie parisienne, qui a grandi à Neuilly, qui vient d'un monde très préservé, d'un monde très monochrome, et qui vient taxer, Delon de demi-raciste, parce qu'il aurait eu des fréquentations avec Le Pen, avec Sarkozy au milieu, que c'est pas trop quoi dire. C'était assez... et puis il y a Delon qui surclasse, mais vraiment mais à des années-lumière du point de vue de la prestance, qui surclasse Fogiel, qui est comme une espèce de petite hyène, parce il était surnommé à l'époque le pitbull du PAF. Moi personnellement je voyais plus un bulldog, mais un bulldog, vous savez, le bulldog dégueulasse avec sa bouche. Enfin j'adore les bulldogs, j'adore les bulldogs français, pour moi c'est comme des petites peluches, j'adore les carlins, tout ça, mais je veux dire, il ressemblait davantage à un petit roquet, un petit chien agressif, plutôt qu'un pitbull, quoi. Et on voit donc, Delon qui assume, je ne renie pas mon amitié, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Et ça, franchement, fallait des couilles pour balancer un truc pareil. Surtout, c'était beau, c'était une affirmation qui faisait plaisir à voir, parce que dans cette affirmation, il y a quelque chose de populaire, il y a quelque chose de sincère, il y a quelque chose d'humain. On n'est pas dans le politiquement correct, on n'est pas dans le baratin, on n'est pas dans le je soigne mon image, je suis dans la communication, je m'indigne, etc. pour pouvoir bouffer, pour pouvoir avoir ma petite place, pour pouvoir... Non, c'est le mec, il assume, et c'était beau de voir ça, et ça rendait Fogiel davantage pathétique et grotesque. Et notez d'ailleurs que Fogiel, on n'en parle plus, il a eu sa petite heure de gloire dans les années 2000, début 2000, où il jouait à fond la carte du mec agressif. Quelques années après, il a complètement disparu, bon, vous inquiétez pas pour lui, il a toujours sa petite place à la radio, il a toujours son petit poste, mais on l'a oublié. Voilà, humainement, on s'en fout complètement de qui c'est Fogiel, et alors que Delon, par contre, il va rester. Dans 100 ans, on parlera encore de lui, parce que sa photo, sa gueule, c'est intemporel. Ça, c'était beau c'était beau dans les années 50, ce sera beau dans 2000 ans. Et bref, c'est pour ça que ce qui est davantage tragique dans la mort de Delon, c'est la mort du symbole, plus que de l'acteur en lui-même. À vrai dire, je m'en fous presque de sa filmographie. Ce qui m'intéressait avant tout, c'est sa symbolique, ce qu'il incarnait, un homme beau gosse avec des femmes magnifiques. D'ailleurs, c'est ça que Delon faisait, il faisait rêver. Il faisait pas rêver comme font rêver les grands ingénieurs, les grands inventeurs, machin, mais il faisait rêver les gens des classes moyennes, des classes populaires, parce que quand vous rentrez de votre boulot, etc., que vous êtes fatigué, que vous avez des trucs à faire, vos responsabilités, vous regardez un peu la télé, puis vous voyez un beau couple, vous voyez Delon avec sa belle gueule, avec sa belle meuf, vous dites putain, la vie est belle, ça fait rêver un petit peu. Ce mec-là faisait rêver, contrairement à tous les haters, contrairement à tous les gens sur Twitter qui lui crachent dessus, contrairement à des mecs comme Fogiel, contrairement à des gens de leur anthropologie, contrairement à ces gens-là, Delon faisait rêver. Voilà. Et c'est ce qui nous manque en France. On a besoin de rêver, on a besoin de personnalités qui font rêver. Aux États-Unis, ils ont des mecs comme Brad Pitt pour faire rêver, ils ont des mecs comme Stallone pour inspirer, ils ont des mecs comme Austin Butler pour prendre la relève par la suite, pour faire rêver les jeunes beaux gosses, pour faire rêver les belles meufs, etc. Ils ont matière alors que nous, on n'a plus rien. Et je ne dis pas ça en mode péjoratif, les gars, et on va s'en remettre, et on est des grands garçons, et c'est pas parce qu'on n'a rien qu'il faut tout de suite se dire « Ah, c'est foutu, machin, etc. » C'est triste, oui, mais il faut pas s'arrêter là, faut aller de l'avant, faut pas se morfondre. Oui, le cinéma actuel français ne vaut pas un clou, oui, nos personnalités, franchement, c'est éclaté, on sait, merci. Encore une fois, je reviens à la personnalité de Alain Delon, il avait cette bonhomie, et ce côté populaire, d'autant plus que c'est ça qui est ouf, c'est que le mec, contrairement d'ailleurs, je reviens à la comparaison avec Belmondo, quand Belmondo s'exprimait, regardez bien leur façon de s'exprimer. Belmondo, il avait ce côté exalté, ce côté théâtral, ce côté artiste, alors que, et je dis ça sans aucune péjorativité, le mec c'était un régal de l'écouter, Belmondo, j'adore l'écouter en interview. Et Delon, c'est différent, il a cette posture, cette droiture, regardez-le, il est toujours droit comme un i, il a il a cette prestance, mais en même temps, il a ce côté populaire, il a cette sympathie, il a cette humanité, il a cette réponse au tac, il se laisse pas faire, il se laisse pas marcher dessus, pour autant, il va pas essayer de chercher à dominer l'autre, et ça, c'est quelque chose d'important, c'est ça que j'aime bien chez ces mecs-là, c'est que il ne se laisse pas faire, pour autant, il ne domine pas les autres. Et ça, c'est exemplaire. Et voilà, je salue la mémoire de Alain Delon. Alain Delon, on t'aime, on ne t'oubliera jamais. Personne ne t'oubliera. On s'en fout des haters, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Ils peuvent rager comme ils veulent. Alain Delon était une légende et il restera une légende. Et ces haters, eux, disparaîtront dans les cendres de l'histoire. Donc c'est pour ça, choisissez bien votre camp, les gars. Vous avez 3 camps différents, vous avez 3 types de camps. Ou vous appartenez au rang des légendes, ce qui est rarissime, ou vous appartenez au camp des gens normaux, des gens sains qui font avancer l'humanité, ou alors vous faites partie des haters, vous faites partie des jamais contents, des aigris, voilà, autant dire qu'ils font pas spécialement rêver. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Excusez-moi, c'était que vraiment du... Là, j'ai parlé avec mon cœur, hein. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et passez une bonne fin d'août. Putain, on est déjà quasiment le 20 août, quoi. J'ai l'impression que les vacances, elles sont passées comme ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? On est passé du 1er au 18 août en 24 heures, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao.